Merci à tous d'être là pour cette table ronde consacrée donc à la société française et comment la refonder autour du travail. Pour la première fois depuis 1945, on n'améliore plus sa vie en travaillant. Cette promesse de l'émancipation par le travail, elle était au cœur du pacte républicain depuis 80 ans. Or, cette promesse, elle est aujourd'hui rompue. Quelles en sont les causes? Quelles sont les pistes d'amélioration? On va commencer par un premier tour de table. Jean-Christophe Repon, vice-président de l'UDP, président de la CAPEB. La CAPEB, c'est, on le rappelle, la première organisation patronale de France en nombre d'entreprises du bâtiment. Votre secteur représente plus de 600 000 entreprises, 621 000 entreprises exactement. Dans vos TPE, PME, comment est-ce que vous ressentez le fait que le travail ne soit pas assez rémunérateur? Le bâtiment, dans la scénette d'avant, c'était le monsieur barbu un peu fort, vous voyez, ouais. Voilà, c'est le bâtiment. Non, juste dire que pour un secteur comme le bâtiment, il faut qu'on puisse donner une direction, une vision, un avenir, et que la vision du travail qui coûte plus qu'il ne rapporte pose des problèmes sur la prospection et l'avenir de nos jeunes. Le président en a parlé dans son introduction, des ambitions et surtout des sujets d'avenir qui sont prégnants sur la pyramide des âges et comment on va continuer, puisqu'on nous prédit notre disparition depuis plus de 30 ans, comment on continue à être plus de 600 000 entreprises artisanales dans le territoire. Et donc pour cela, il faut qu'on dise à la jeunesse, à l'apprentissage, aux hommes et aux femmes de rejoindre ce secteur-là. Mais pour rejoindre ce secteur-là, il faut qu'il ait aussi une vision de bien vivre dans ce métier. Et c'est là qu'il est essentiel de continuer à tenir une position de perspective et de dire que le salarié ou le chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment, mais bien sûr dans d'autres secteurs également, peut bien vivre dans l'artisanat. Et la structure artisanale, la TPE, qui par exemple pour les salaires, nous, dans la négociation des salaires, tout se passe en territoire. Et donc il faut aussi que le poids de chaque organisation, et vous disiez qu'on était 62 000 adhérents à la CAPEB, porte aussi sur la capacité de se projeter et de donner les bons salaires aux jeunes. Donc ça veut dire que quand on fait un choix d'orientation et qu'on décide de choisir l'artisanat, la proximité et les professions libérales, il faut qu'on ait un projet de vie. Et donc on voit bien que la difficulté actuelle, et ça a été dit par le président et puis souvent redit par Antoine, sur qu'est-ce qui rapporte le plus actuellement. Et on voit bien qu'actuellement, si on est en emploi et qu'on a des perspectives, et quand on n'a même pas d'activité, c'est encore plus compliqué, c'est la baisse d'activité qui nous pose problème actuellement, il faut qu'on dise à nos jeunes et à nos chefs d'entreprise, eh ben oui, il y a un chemin. Le chemin, il doit être fait sur une mutualisation. On est petit, on est patron, et on croit vraiment à un système de mutualisation. Quand on est petit, on ne va pas regarder pour la défiscalisation à outrance avec le MEDEF, mais on est aussi sur une perspective d'avenir. Ça veut dire qu'il faut qu'on se regroupe et qu'on mutualise. Et donc, le système de mutualisation, c'est aussi le partage de valeurs et comment on peut donner de l'avenir à nos jeunes. Donc, la question travail qui doit rapporter et la résonance régulière sur les charges est un élément essentiel de la prospective. Merci Jean-Christophe Repon. Je poursuis ce petit tour de table introductif avec vous, Dominique Enract. Vous êtes vice-président de l'UDP, président de la CGAD. Votre secteur, c'est 407 000 entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires de plus de 110 milliards d'euros chaque année, qui emploient plus d'1,3 million d'actifs. Quelles conséquences pour les métiers de bouche? Alors écoutez, bonjour, je nous souhaite aussi un joyeux anniversaire, une fois qu'on n'a pas le temps de le rappeler. Donc écoutez, oui, effectivement, ce manque à gagner fait qu'aujourd'hui on est complètement impacté par le fait que des jeunes, enfin des jeunes ou des moins jeunes, veulent de moins en moins travailler dans le métier. Effectivement, ce sont des métiers qui sont parfois physiques, intéressants sous passion, mais avec lesquels ils ont besoin de gagner leur vie. Ils ont besoin de gagner leur vie déjà pour tous les jours, mais aussi besoin de gagner leur vie pour s'installer, pour avoir des prêts, pour pouvoir poser des apports, etc. Donc c'est vrai que ça tombe à point nommé de pouvoir avoir justement des premières propositions. Justement, on entendait tout à l'heure le président de la Chambre haute qui nous disait qu'on a des très très bonnes relations et il faut qu'on profite de ces moments pour mettre des choses en place. Gabriel Attal, par rapport à ce que vous venez d'entendre, votre vision de la situation sur ce travail qui n'est plus rémunérateur, pas suffisamment rémunérateur? Moi, j'aime bien d'abord, bonjour à tous. J'aime le terme que vous avez employé pour cette table ronde, qui est celui d'une refondation.
parce que je pense que c'est ce dont en réalité on a besoin et ce dont notre pays et notre modèle social a besoin. Moi, je crois que si les salaires ne progressent pas suffisamment aux yeux de beaucoup de salariés, c'est d'abord parce que les entreprises sont lestées de réglementations, de charges qui ont augmenté. Et je crois que c'est aussi parce qu'on a un modèle social qui a été construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec l'idée qu'il devait être financé par les travailleurs, pour les travailleurs. À l'époque, on avait une natalité qui explosait et on vivait moins vieux qu'aujourd'hui. Donc on avait une grosse population active pour financer le modèle, et un modèle qui avait vocation à couvrir les travailleurs puisqu'on vivait moins longtemps. Et en fait, tout a changé depuis. La natalité, on le voit, diminue, la population active stagne, voire diminue, on vit de plus en plus vieux, donc on doit protéger plus longtemps. Donc on a un modèle qui coûte plus cher et qui repose toujours sur les épaules des mêmes, c'est-à-dire ceux qui travaillent et ceux qui font travailler les Français. Et en fait, on peut se poser la question des paramètres, de baisser telle fiscalité, d'en augmenter une autre. Le sujet, c'est que malheureusement, ça devient des rustines. Et que donc, on doit profondément réinventer un modèle, refonder un modèle qui permet de ne plus reposer uniquement sur les travailleurs et sur les entreprises, mais qui permet de continuer à apporter une protection sans empêcher les augmentations de salaire. C'est un sujet sur lequel je crois beaucoup de formations politiques, et évidemment les organisations syndicales travaillent. On en a parlé longuement avec Michel Picon il y a quelques mois, avec Antoine Fouché. Je crois que c'est cette approche systémique qu'on doit avoir. On va sûrement y revenir dans les échanges. Exactement. François Omril, pour vous, à la CFE-CGC, qu'est-ce qui pourrait permettre de refonder la société autour du travail? Ok, merci. Merci pour votre invitation. Merci, camarade Picon, de m'avoir invité à participer à cet échange. J'en suis très sincèrement très honoré. Et donc, je vais essayer d'être à la hauteur du mandat. D'abord, rappeler, et c'est absolument pas un propos de circonstance, parce que je suis constant sur le sujet depuis 9 ans et 3 mois et 1 semaine que je suis président de l'organisation. J'ai toujours ressenti une très grande proximité avec l'UDP. Et je vais le dire très simplement, moi je représente à la CFE-CGC les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres dans les entreprises. Et je considère que le travail et la responsabilité qui pèsent sur les épaules d'un chef d'une petite entreprise est l'équivalent augmenté de la responsabilité qui pèse sur un membre de l'encadrement en tant que salarié. Augmenté dans le volume des horaires, dans l'engagement, et y compris parfois sur des biens personnels, mais surtout face à toutes les procédures, face à tous les éléments qui viennent se rajouter et qui parfois et souvent éloignent le chef de la petite entreprise, comme on dit ici, finalement de ses priorités premières qui sont d'aller chercher des clients, de faire évoluer ces technologies et tout ça. Et moi j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les personnes comme vous qui s'engagent dans une carrière et dans toutes ces difficultés-là. Je crois pour tout dire que, et c'est démontré, la vitalité économique d'un pays, elle commence ici. Elle commence ici. Et un des gros problèmes que l'on a aujourd'hui en France, moi je l'identifie comme ça, je n'ai pas tout à fait forcément la même analyse sur la question des charges, comme vous dites, qui pèsent sur les entreprises, mais ça, en permanence, il faut en discuter. Mais la problématique, c'est le partage de la valeur dans la chaîne économique, qui me fait dire, j'adore, parce que j'ai la paternité de cette formule, et je la crois très vraie. C'est que le problème, quand on parle du patronat au singulier, c'est qu'on décrit un ensemble dans lequel on veut considérer qu'il n'y aurait peut-être qu'un seul message, qu'une seule voix, un ensemble qui rassemble en même temps les requins et les sardines. Et on ne peut pas s'en sortir comme ça. Je l'ai dit, Michel peut en témoigner, quand on discute des accords, je dis, mais négociez entre vous d'abord, et après, avec vous, peut-être on pourra vous aider. J'en termine. Sur la question du travail, c'est une évidence, il y a une problématique d'engagement aujourd'hui. Moi, je pense que ce mot d'engagement, il faut lui donner 2 sens. S'agissant des plus grandes entreprises, on va dire de la carrière, celle dont on parle souvent dans les grandes entreprises, le problème de l'engagement, c'est un problème d'identification pour la personne à un trajet personnel, professionnel, dans lequel il va y avoir des perspectives. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une problématique de ce côté-là. S'agissant des petites entreprises, où moi je pense pour le coup que l'attachement des personnels, il est très sincère, il est très réel, on a un problème d'accès à l'ensemble du marché du travail, on voit bien, on en parle, et que moi je ne pense pas qu'il y ait une génération
sacrifiés ou à sacrifier, j'y crois pas. Depuis Aristote, on dit toujours la même chose, hein. Les jeunes sont flambeurs, sont buveurs, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je suis un très bon contributeur à la question de la natalité, je le dis, j'en suis très fier. Et donc, j'observe très bien, je vois le niveau aujourd'hui de nos jeunes, des trentenaires, aucun problème, cultivé, formé, etc., envie de travailler. Le problème, c'est le contexte, c'est le cadre dans lequel... C'est le cadre qu'on peut leur proposer, dans lequel ils pourront s'engager, pour le coup, pour développer leur carrière professionnelle. Et c'est de ça, je pense, qu'il faut discuter. Antoine Fouché, je vais vous donner la parole dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on regarde ensemble quelques chiffres très éloquents, qu'on fasse ce constat. Et vous allez voir, ce sont des chiffres qui sont unanimement reconnus et partagés. Alors, est-ce que ma petite... Voilà, ça... alors cette, elle est un peu trop vite. J'ai un petit problème avec la technique, vous l'aurez remarqué depuis le début de cette journée. Mais voilà, premier constat, travailler ne permet plus d'améliorer son niveau de vie. Depuis 15 ans, vous voyez la courbe, le pouvoir d'achat n'augmente plus en moyenne que de 0,8% par an. Il y a 25 ans, c'était 2%, et pendant les 30 glorieux, c'était 5%. Donc de 5%, on a dégringolé à 0,8%. Deuxième constat, l'héritage représente 60% du patrimoine aujourd'hui. En 1970, c'était 35%. Enfin, troisième et dernier constat, les retraités vivent mieux en moyenne que les actifs. C'est un rapport sur les retraités et les retraites de la DREES, la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques, paru l'an dernier. Voilà pour ces trois constats qui sont vraiment unanimement partagés et reconnus. Antoine Fouché, vous ne l'avez pas seulement dit, vous l'avez écrit, sortir du travail qui ne paie plus. Je rappelle que c'est paru aux éditions de l'Aube. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Bonjour à tous. On en est arrivé là avec des choix constants depuis une cinquantaine d'années, quels que soient les gouvernements, parce que, et je pense que c'est trop facile de blâmer les responsables politiques là-dessus, parce que ça correspond en fait, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, à des choix de fond de la société française. C'est-à-dire que quand, en fait, les trois constats que vous montrez, on peut dire 1, travailler ne permet plus d'améliorer son niveau de vie. 2, la richesse, le premier facteur explicatif de la richesse entre nous, c'est pas le mérite, c'est la naissance. Et 3, quand on ne travaille plus, on vit aussi bien que quand on travaille. C'est ces trois choses-là qui font, me semble-t-il, qu'on peut dire que la société du travail est en train de disparaître. Et je rejoins complètement Gabriel Attal quand il dit, du coup, quand on en arrive là, à ce constat-là, qui est un constat, me semble-t-il, pas polémique, documenté, on n'en est plus à la rustine, mais il faut passer à la refondation, parce que sinon, on ne va pas arriver à corriger la trajectoire. On est trop enfoncé dans la vase pour se dire qu'on va s'en sortir avec des rustines. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle? Parce que ce sont nos choix. Parce que, si je reprends les trois choses, hein, 1, le travail ne permet plus d'améliorer son niveau de vie. C'est pas partout pareil en Europe, y compris dans la zone euro. Donc ça veut dire que c'est quand même possible. Donc ça veut dire que c'est pour ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut corriger ça. La mauvaise, mais c'est la même, c'est que ce sont des choix français. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que c'est des choix français, parce que ce qui nous amène à ce travail qui ne paye plus, c'est la désindustrialisation, c'est un choix français. Le sous-investissement dans les compétences, c'est ce qu'on a fait aussi. On dépense autant pour l'éducation aujourd'hui qu'en 1980, 7% de PIB. Et en 1980, on dépensait 7% de PIB pour les retraites, c'est 14% aujourd'hui. On est le seul pays d'Europe à avoir fait ce choix-là. La deuxième chose, c'est sur l'héritage. Il faudrait rentrer dans le détail sur l'héritage, mais on taxe le travail 8 fois plus que l'héritage. Donc, à force c'est-à-dire 46% sur le travail, 8% sur l'héritage, 6% pardon, sur l'héritage. Donc, quand on fait des sondages d'opinion, on se dit, est-ce qu'on pourrait rééquilibrer en taxant un peu moins le travail, un peu plus l'héritage? On a les Français, dans les sondages en tout cas, qui disent non, on ne touche pas à l'héritage. Donc là aussi, choix français. Ça correspond à une tendance de fond. Et troisièmement, sur les retraites, on voit la difficulté qu'on a à demander un effort aux 18 millions de retraités sur les 68 millions de Français. Alors que si on dépensait la même chose pour les retraites en France comme en Allemagne, mes beaux-parents sont allemands, je vous assure qu'ils vivent très bien,
il y a 3 points de PIB de différence, c'est-à-dire 90 milliards. Avec 90 milliards, si on l'affecte en baisse de charges, on fait 9% d'augmentation des salaires nets des 28 millions de gens qui bossent. Antoine, justement, sur l'héritage, les retraites, les dividendes qui sont moins taxés que le travail, regardez, ça s'affiche là, là aussi c'est très parlant. Pour 100 € d'héritage, il y a seulement 6 € de taxes, pour 100 € de retraite, 14 € de taxes, pour 100 € de dividendes, 30 €, et pour 100 € que rapporte le travail, 46 € de taxes. Voilà. Donc, Pardon, juste en 30 secondes, le graphique parle de lui-même, me semble-t-il, et après, ce que j'ai essayé de faire sans doute trop vite en 2 minutes, c'est d'expliquer, enfin je pense qu'on le voit avec le graphique, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, parce que si on rééquilibre, je pense que sur les dividendes, il y aurait un peu un consensus, bon, pour dire on peut remonter, ça c'est le moins difficile, mais c'est ce qui rapporte le moins. Bon. Les retraites, ça va être très compliqué, alors que c'est ce qui rapporte le plus, 410 milliards. Et l'héritage, si on cible bien, ça peut être consensuel. Et encore, il y a 82% dans toutes les enquêtes d'opinion, en moyenne sur les 10 dernières années, des Français qui sont contre l'augmentation des droits de succession, même s'il y en a 80% qui ne le payent pas. Donc là aussi, il y a peut-être aussi une question de diagnostic à faire. Ouais. La part de rémunération du travail donc de plus en plus faible. Regardez, ça va. Alors c'est peut-être à moi d'appuyer sur le bouton aussi. Voilà. Quand on gagnait 100 € en travaillant dans les années 70, on en gardait 69%. Dans les années 90, on en gardait 60%. Et aujourd'hui, on en garde 54%. Peut-être une réaction, Jean-Christophe Repon, Dominique Enract? On entend à chaque fois le public qui bruisse dès qu'on parle héritage et retraite. C'est épidermique. Et c'est logique. Mais quand vous regardez les chiffres, nous ne sommes pas le public concerné par cette problématique majeure. Alors, je sais que Michel, c'est plus fort que lui, il faut qu'il rentre sur le détail des 2500, 2300 €. Ça, ce seront les élus et les partis politiques qui porteront un programme dans l'avenir, qui pourront donner les bonnes voies. Mais ce qui est évident, c'est qu'on ne peut pas nier le fait que quand on travaille à l'heure actuelle, on ne gagne pas aussi bien sa vie que par le passé. Donc il faut bien qu'on trouve des solutions collectives, tout en épargnant les gens qui travaillent le plus en plus. Le président l'a redit tout à l'heure aussi, l'étude Terram le dit, c'est la TPE qui crée de l'emploi. Depuis 20 ans, c'est la TPE qui crée de l'emploi. Donc nous, on a besoin d'être opérationnel, de créer de l'emploi, mais de bien vivre de nos métiers. Et on voit bien que la partie de la France qui vit le mieux, c'est pas tellement la TPE, c'est plutôt ailleurs. Donc du coup, on a obligé. Enfin, nous, on partage totalement le constat fait par Antoine. Après, on n'est pas aussi dans le détail qu'Antoine. Après, si on bouge les pourcentages sur les flux, c'est pas pareil, mais tu le fais tellement bien que je ne vais pas me lancer sur un débat avec toi. Ce qui est certain, c'est que le constat, il est partagé, qu'il faut que le travail paye plus, et que le jeune, quand il rentre dans la vie professionnelle, quand il a choisi son métier qui est passionné, il se dit, voilà, j'ai une voie, je ne vais pas rester chez mon père jusqu'à 32 ans, et je peux concevoir l'achat d'une villa, d'un appartement et une direction. Là, actuellement, ce n'est pas le cas. Et il faut qu'on trouve des solutions pour que ce qui est pour nous important et essentiel à l'artisanat, c'est l'activité. Et si on donne du pouvoir d'achat à nos salariés et à l'ensemble de la société, il y aura de l'activité pour tout le monde, plus qu'il n'en est actuellement. Donc c'est essentiel que de refonder, de donner, de mettre à plat, je ne sais pas quel terme vous emploierez, mais de donner une nouvelle direction à ce sens-là. Dominique Enract, une réaction à ces chiffres? Alors, écoutez, je crois que c'est vrai que là, je trouve déjà très courageux que l'UDP ait trouvé déjà, essayé de poser une solution, de lancer justement ce Big Bang. On va revenir aux solutions tout à l'heure. Aux 50 ans, mais bon, bref, de voir, c'est vrai, quand on part retraite tout de suite, ça hérisse un petit peu. Et aussi de parler que les anciens n'ont pas envie de redonner tout ce qu'ils ont donné. Après, il y a aussi au niveau des retraites, etc., le fait qu'on fait beaucoup moins d'enfants que nos parents ou voire grands-parents ont fait. Donc c'est vrai que quelque part, il y a une petite part de responsabilité. Je dirais qu'il y a des choses qui s'expliquent. Donc après, il faut voir au niveau des chiffres quand même qui sont un petit peu moins alarmants. C'est-à-dire que ça reste quand même des grosses retraites. Et après, dans tout ce qui est taxé à côté, c'est aussi dans quand même des très très gros revenus. Gabriel Attal, l'héritage, les retraites, les dividendes moins taxés que le travail, la part de rémunération du travail de plus en plus faible. Votre réaction? Moi, je pense que le problème principal, c'est que le travail a été de plus en plus taxé. Et on voit, ce qui était intéressant sur vos graphiques, c'était de voir qu'aujourd'hui, sur 100 € gagnés, le travailleur en gagne 54.
la génération de mes parents ou de mes grands-parents, j'ai pas vu exactement la date, c'était 69. Exactement. Donc c'est ça le sujet. Après, encore une fois, on peut se poser la question des curseurs et regarder toutes les fiscalités. Moi, je pense qu'il y a un débat qui est majeur à avoir aussi, c'est comment on fait des économies en face, comment on a un modèle social qui coûte moins cher pour avoir moins à taxer ceux qui travaillent et moins à taxer le travail. Il y a des réformes qui sont possibles. Quand j'étais à Matignon, j'ai assumé de doubler les franchises médicales pour que ça coûte moins cher le modèle social, pour qu'on n'ait pas systématiquement à aller chercher des taxations supplémentaires. Je pense qu'il y a d'autres réformes qui sont possibles. Après, sur l'héritage, moi je pense qu'il y a quelque chose, il y a une défense culturelle de l'héritage en France. Je ne pense pas que c'est nécessairement une mauvaise chose. Je pense que ça dit aussi de l'attachement des Français à leur terre, à la transmission. Je pense qu'on a un héritage qui est, c'est vrai, beaucoup moins taxé que le travail, mais c'est aussi parce que dans le modèle de départ, l'héritage, c'est le fruit du travail qui a été taxé pendant toute la vie. Et donc... Attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Le problème, c'est que dans bien des cas, et probablement de plus en plus à l'avenir, à cause de ce travail qui ne paye pas, l'héritage, ça ne sera plus le fruit du travail de toute la vie qu'on aura accumulé, qu'on transmettra à ses enfants, parce qu'on n'aura pas accumulé suffisamment, et ça ne sera finalement que l'héritage qu'on aura reçu. Le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, globalement, on a des sexagénaires qui héritent de nonagénaires. Et ça a été documenté, ça a été montré dans un certain nombre d'études. C'est vrai que si l'héritage se transmet de sexagénaire en sexagénaire, il n'y a pas, on va dire, d'investissement dans l'économie réelle totale de ça. Donc moi, plutôt que de se demander comment taxer davantage l'héritage d'une manière générale, je pense qu'il faut qu'on arrive peut-être à faire circuler davantage l'argent auprès des plus jeunes. Et donc peut-être à faciliter les donations du vivant pour que les jeunes puissent se lancer et créer leur entreprise. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait que l'héritage, c'est la main du père tendue à ses enfants à travers les murs du tombeau. On n'est pas obligé d'attendre les murs du tombeau pour tendre la main à ses enfants, et donc on peut les aider peut-être à se lancer, à créer leur activité à travers ça. François Aubril. Oui, merci. Moi, je voudrais dire deux choses. D'abord, je reviens à ce qu'est le sujet de la table ronde. Comment faire pour attirer les gens? Là, je constate qu'on parle du salaire et de la capacité des entreprises à payer correctement, ce qui est un peu la demande. La question du pouvoir d'achat, elle est centrale, et pour moi, ça interpelle la question du partage de la valeur et de la façon dont on s'organise dans la société pour que, quel que soit le niveau d'intervention des entreprises, il y ait suffisamment de marge disponible pour que chaque chef d'entreprise puisse équilibrer à l'intérieur même de son entreprise la façon dont il va aussi partager la valeur. Et moi, je pense que depuis, certes, il y a les graphiques, et je finirai là-dessus, et leur évolution, mais ceux qui ont pensé les décideurs politiques depuis plus de 30 ans, quand, en facilitant l'introduction du rapport de force économique à l'intérieur même des entreprises et de la chaîne de valeur, je pense qu'ils ont une très très lourde responsabilité dans la façon dont aujourd'hui le tissu économique s'est dégradé et dans laquelle toute la valeur remonte vers les très grandes entreprises qui sont à la tête de la pyramide, et les petits sont écrasés et de fait ont beaucoup de mal à gérer la production de valeur. Deuxième point sur les graphiques, peut-être on y reviendra. Moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger, on parle des taxes, mais il n'y a rien de comparable entre ce qu'est la cotisation retraite et ce qu'est la cotisation à l'assurance maladie. C'est absolument pas pareil, et d'ailleurs vous le voyez sur les graphiques. Si les retraités de demain, parce que d'aujourd'hui, ils vont vous dire, nous on a cotisé, disent, mais finalement, il n'y a pas d'intérêt pour nous à gagner plus que tant et tant. Et effectivement, on préfère être dans un système qui fait qu'on cotisera 10% de moins, parce que c'est du salaire différé, la retraite, il faut le dire. On cotisera 10% de moins en temps d'activité, mais de fait, on aura 20% de moins en retraite, puisque c'est ça le sujet. Si tout le monde est d'accord là-dessus, ce n'est pas un problème. Mais je termine sur la maladie. On nous dit qu'il faut réduire les dépenses. C'est quand même bizarre, ce monde d'aujourd'hui, dans lequel tout le monde se réjouit qu'on augmente le budget de la défense et qu'on dise qu'il faut réduire le budget de la santé. C'est quand même extraordinaire. Parce que la France, c'est 12,6% du PIB en santé. L'Allemagne, c'est 12,8%. Les États-Unis, bientôt, c'est 18%. C'est quoi le problème? L'objectif, c'est d'avoir un budget de la santé comme en Inde
ou d'avoir un budget de la santé des pays développés. Je crois que le problème, c'est effectivement l'efficacité de la dépense. Là, je suis d'accord, et y compris aussi la répartition entre ce qui est mutualisé, qui le gère, et ce qui n'est pas mutualisé. Mais il ne faut pas se tromper. La réduction en tant que telle, moi, je n'y vois pas beaucoup de valeur ajoutée. Merci beaucoup. Gabriel Attal, peut-être, parce que François Ombril a pointé du doigt la responsabilité des politiques depuis 30 ans. Enfin, on a un modèle social aujourd'hui, j'entends ce qui est dit sur les économies, mais qui représente plus d'1 euro sur 2 d'argent public qui est dépensé. Sur 100 euros d'argent public, je crois que c'est à peu près 60 qui sont liés à notre modèle social. Ensuite, vous en avez une vingtaine pour l'État, une vingtaine pour les collectivités locales. Moi, je continue à penser, je continue à dire, c'est pas très populaire quand vous en parlez publiquement, que si on veut être capable de ne pas augmenter les impôts et peut-être de les baisser à nouveau à un moment, il faut assumer de faire des économies sur notre modèle social. Et ça veut dire effectivement sur un certain nombre de politiques, ça veut dire poser la question de notre système de retraite aussi, puisqu'elle est en sous-jacent de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. On a fait une proposition avec une partie Renaissance, tout est disponible sur notre site, vous pouvez regarder sur les sujets économiques et sociaux, d'assumer enfin le débat sur la capitalisation pour nos retraites. Parce que ça ne tiendra pas en conservant un système par répartition comme celui-là, par la seule répartition, qui va finir par véritablement plomber le salaire des actifs si on leur demande toujours de cotiser en plus pour un nombre de retraités qui va augmenter. Un mot, un point, pour nous, ce qui est issu des cotisations, ce n'est pas de l'argent public, c'est notre argent. Avant de voir les solutions, les pistes que vous proposez concrètement, un rapide sondage pour vous dans la salle. Je vous remets à nouveau à contribution. Selon vous, quelle doit être la priorité en matière de cotisation et... Alors attendez, ça c'est pas le bon. Oh là là. Bon. Alors, hop. Il y a un petit... Et ça continue. Alors, vous êtes témoin, je vous prends un témoin, j'appuie bien sur le bouton, c'est le bon bouton. Bon, alors, je vous proposerai le sondage tout à l'heure, mais merci en tout cas de votre compréhension. Je vais me tourner vers vous, Antoine Fauché, parce que je vous ai vu évidemment réagir à ce qui a été dit précédemment. Quels sont concrètement les 2 moyens de redonner au travail, selon vous, sa vraie valeur ? Alors, je réponds tout de suite, mais je voudrais réagir très rapidement à au débat, mais vraiment très rapidement, parce que je sais que François aime avoir des discussions sur des bases documentées et incontestables. Depuis, sur la petite pique de provocation, défense versus sociale, sur le long terme, c'est-à-dire depuis 50 ans, les seules dépenses publiques qui augmentent sont les dépenses sociales. Les seuls qui ont augmenté de 11 points de PIB, les dépenses d'éducation n'ont pas augmenté, 7 points, c'est pour ça que notre éducation s'effondre, enfin, dans les classements internationaux. Les dépenses de défense ont baissé, même si elles réaugmentent depuis quelques années. Les dépenses de justice, les dépenses de sécurité n'ont pas augmenté. C'est ça qui fait que les gens... Mais les dépenses sociales ont augmenté, 11 points de PIB, encore une fois, 7 points de retraite, à peu près 3 points d'assurance maladie, 1 point de solidarité. C'est ça, me semble-t-il, qui explique que les gens aient le sentiment, c'est pas un sentiment, c'est une réalité, de payer de plus en plus d'impôts et que les services publics ne s'améliorent pas. Mais c'est normal. Les impôts qu'on paye depuis 50 ans ne vont pas aux services publics. Ils vont uniquement aux dépenses sociales. Donc, et le graphique, enfin l'histogramme qu'on a vu tout à l'heure, le 69, 60, 54, c'est les cotisations sociales. Et qu'on dise, c'est l'État, c'est les entreprises, c'est les salariés, à la fin, pour les 28 millions de gens qui bossent, c'est la même chose. Et je pense que c'est un débat, là, pour le coup, assez abstrait. C'est ce qui reste dans la poche. Et si on est passé de 69 à 54 en 50 ans, c'est uniquement le modèle social. Ce n'est pas la défense, ce n'est pas l'éduc, ce n'est pas les services publics, etc. Et donc, je pense vraiment qu'il faut avoir ce débat-là avec un point de vue historique pour voir quel est le... Est-ce que, comme ça a été dit, est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce que, étant donné la démographie, le ralentissement de la productivité, etc., on refonde notre modèle social? Alors maintenant, parce que j'ai été déjà trop long, je n'ai pas répondu à la question, les 2 manières, et pour aller très vite et lancer le débat, à quoi pourrait ressembler cette refondation de la société sur le travail, me semble-t-il, au moins à 2 choses. Un travail qui paye au sens qui permet d'améliorer son niveau de vie. Voilà, donc, et ça, pour faire ça, c'est
à long terme, investir à fond dans l'éducation et la réindustrialisation, et à court terme, baisser l'écart entre le brut et le net. Voilà. Parce que si on fait que baisser l'écart, eh ben dans 5 ans, une fois qu'on l'a baissé, il n'y a aucune perspective. Si on fait que investir dans l'éducation et réindustrialiser, ça ne va pas se voir dans les salaires avant 10 ans. Donc il faut faire les deux pour avoir une chaîne temporelle et pouvoir, me semble-t-il, dire à la majorité des gens qui bossent, on va refonder notre société sur le travail et vous allez voir la différence dans votre vie de façon régulière, pas pour 2 ans, mais pour 20 ou pour 30. Et la deuxième jambe, ce n'est pas seulement le travail qui paye, c'est le travail choisi. Et là, pour le coup, je pense que l'UDP, comme sur le premier sujet, mais encore plus sur celui-là, a un rôle majeur à jouer dans le débat public. Le travail choisi, parce que on sait tous, soit intuitivement, soit quand on s'intéresse à ça et qu'on lit des études, c'est toujours dans le travail qu'on aime qu'on est le meilleur. Et c'est quand on choisit son boulot qu'on est bon, qu'on compte pas ses heures, quand on est productif. C'est des enquêtes de l'INSEE où chacun, on le voit, ce qu'on n'aime pas faire, on n'est pas très bon, on n'est pas très productif, et quand on peut se permettre, on ne le fait pas, on le fait faire par d'autres. Donc, de mettre en place un système qui permette à différentes époques de sa vie, parce qu'on peut changer d'avis sur le boulot qu'on va faire, donc qui permette aux différentes époques de sa vie de choisir son travail. Donc en fait, concrètement, c'est la reconversion, ce que l'UDP a signé avec les organisations syndicales l'année dernière et qui a été remis sur le devant de la scène. Maintenant, il faut trouver des sous pour le faire. Mais l'idée serait de se dire que on serait plus refondé sur le travail. Ça veut dire aussi qu'on considère le travail non seulement comme une source de rémunération, mais aussi une source d'épanouissement, de fierté de soi. Et pour que ça soit vrai, il faut que le travail soit choisi. Et pour qu'il soit choisi, me semble-t-il, il faut le permettre aux gens de le choisir non pas seulement à 16 ou à 20 ans, mais à 16 et 20 ans, bien sûr, mais ensuite à 30, à 40, à 50, etc. Et pour ça, on a un bijou, et je m'arrête là, qui s'appelle le compte personnel de formation. Ça, c'était juste pour provoquer François. Alors, le sondage, on y vient cette fois. Selon vous, quelle doit être la priorité en matière de cotisation et contribution sociale? Réponse 1, les augmenter pour mettre fin au déficit des comptes sociaux. Réponse 2, les réduire pour accroître les revenus des actifs, chefs d'entreprise et salariés. Ou enfin, option 3, les réduire pour améliorer la marge des entreprises. Je vous laisse... je vois quelques sourires dans la salle, évidemment, mais je vous laisse un petit peu... Aïe, 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 et vous dites, Christophe Repon, on va voir. Et tout à fait, vous répondez totalement comme... C'est un libre choix, vous êtes pour l'instant une centaine et ça y est, les chiffres montent vraiment, donc allez-y. Alors, selon vous. Donc je répète, selon vous, quelle doit être la priorité en matière de cotisation et contribution sociale? Et voilà, bon sang. Donc vous êtes 88% à dire il faut les réduire pour accroître les revenus des actifs, chefs d'entreprise et salariés, sans très grande surprise. C'est bien, dit Jean-Christophe. C'est bien, nous sommes matures. Qui peut appuyer sur le 1? Bah seulement. Non, c'est sûr qu'on n'a pas mandat sur le 1, Michel, c'est clair. Non, c'est important de voir aussi qu'il y a une vision sociétale des entrepreneurs et des professions libérales aujourd'hui. On veut soutenir un modèle social qui nous est proche et qui nous appartient aussi et dans lequel on se sent bien. Et on veut être protégé par ce modèle social. Mais vous avez vu aussi, et j'avais un peu peur du 3, moi, qu'on voulait augmenter nos marges. Ben, naturellement, non. Les gens aujourd'hui ont dit non, on va plutôt donc, travailler sur les charges salariales pour trouver une direction. C'est vraiment la direction, moi, et c'est vraiment la capacité de se projeter et de donner à la génération qui rentre sur le marché du travail une vision d'avenir. C'est ça qui est absent totalement aujourd'hui. Hein. Quand on se bat, nous, pour l'apprentissage, notamment dans le bâtiment, pour amener des jeunes et des jeunes femmes vers le bâtiment, il faut leur dire aussi qu'on y vit bien. Et les salaires dans le bâtiment sont plutôt très hauts. Mais quand après, derrière, les syndicats nous demandent d'augmenter encore les salaires, on s'aperçoit que ce qui reste dans la poche n'est pas à la hauteur de l'engagement.
Et le patron, c'est pas qu'il veut pas augmenter, c'est qu'il veut garder ses compétences. Mais il n'a plus les moyens d'eux. Donc il faut qu'on retrouve cette refondation, cette marge de manœuvre qui nous permettra de pouvoir réoxygéner et donner l'activité et mettre de la confiance. Nous, on est TPE, on est attractif par la qualité du travail qui est dans l'entreprise, la relation qu'on a à nos salariés et aussi la rémunération, c'est ça qui est important. Dominique Enrac, une petite réaction quand même à ce chiffre très net? Écoutez, moi c'est un chiffre qui me fait très plaisir et qui montre encore le lien qu'on a avec nos salariés. C'est-à-dire qu'on veut la rentabilité de l'entreprise, mais on veut aussi que nos salariés soient mieux payés. Donc je trouve que c'est un de très beaux chiffres. Antoine Fouché, on revient aux deux moyens de redonner au travail sa vraie valeur. Visiblement, là, il y a une première réponse qui a été apportée. Oui, après la question, on a fait la partie facile, qui est, alors, qu'est-ce qu'il faut réduire? Et donc maintenant, il y a la question difficile, c'est, alors, comment qu'on fait? Voilà. Et là, il y a deux familles d'options, mais qu'il faut combiner. Puis c'est pas, moi, je me suis déjà beaucoup exprimé là-dessus, donc je vais vraiment me taire tout de suite. Mais il y a deux manières de le faire. C'est soit de réduire, et ça peut se combiner, hein, soit de réduire les dépenses, soit de financer ces dépenses par d'autres moyens que le travail. Les 28 millions de gens qui bossent, 20 millions de salariés, 5 millions de fonctionnaires, 3 millions d'indépendants. Et donc, si ce n'est plus les travailleurs, c'est qui? Et à la fin, il y a trois sources de revenus autres, c'est-à-dire la rente, la retraite et, pardon, je le redis, l'héritage. Donc, je pense que c'est là que toute va être la difficulté dans le débat, j'espère, sur cette refondation qu'on va avoir dans les mois ou dans les 18 mois qui viennent. C'est comment est-ce qu'une fois qu'on est d'accord pour que le travail paye plus, me semble-t-il, le sondage le montre, comment est-ce qu'on finance cette réduction de charges en combinant de la baisse de dépenses sociales et de la sollicitation d'autres types de revenus. Mais c'est vraiment pas le cœur du problème, mais c'est vraiment très très important comme problème, parce que si on veut que ça se voit dans la vie des gens, le fait que le travail paye plus, en ordre de grandeur, c'est 80-100 milliards d'euros à aller chercher. 100 milliards d'euros à aller chercher, donc soit à faire en baisse de dépenses, soit en transfert de charges, on ne l'a jamais fait depuis 1945. C'est pour ça que le mot de refondation, il est juste. Et donc ça veut dire quand même que si ça se voit positivement dans la vie des travailleurs, ça va se voir aussi dans la vie des autres si on fait un transfert de charges, quoi, voilà. Et donc ça passe par la fin de la CSG, la fin de la CRDS? Techniquement, pour baisser les charges, il y a deux manières. Hein. C'est la baisse de cotisation salariale ou la baisse de la CSG sur les revenus d'activité. Donc on la maintiendrait sur le capital et sur les retraites, mais on pourrait la supprimer sur tous les revenus des actifs. Et en ordre de grandeur, c'est la même chose dans les deux cas. Ça fait un gros 100 milliards d'euros de moins qu'on rendrait en fait aux gens qui travaillent. Ce n'est pas de l'argent qu'on leur donnerait, hein. C'est de l'argent qu'on leur prendrait en moins. Gabriel Attal, vous qui avez été Premier ministre, ministre délégué chargé des comptes publics également, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut les supprimer? On en a beaucoup parlé avec Antoine Fouché, avec Michel Picon. Moi, la philosophie, je la partage. Et on a fait une proposition avec le parti Renaissance qui, c'est à peu près la même philosophie, c'est pas la même ampleur. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut d'abord se fixer pour objectif de pouvoir rendre en baisse de charge l'équivalent d'un 13e mois aux salariés. Il y a deux possibilités, toucher à la CSG activité ou aux cotisations vieillesse. On est plutôt parti dans notre copie sur les cotisations vieillesse puisqu'elles sont plafonnées, et donc ça permet d'avoir un gain très fort pour les classes moyennes et pas un gain proportionnel où si vous avez des très 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 hauts revenus, vous gagnez l'essentiel de ce que ça coûte budgétairement. Après, la question qui est posée, et Antoine l'a dit, c'est où se fait la bascule? Moi, je pense qu'on ne doit jamais perdre de vue l'idée qu'elle puisse se faire en partie par des économies. Si on s'enferme nous-mêmes dans un schéma où c'est de la fiscalité qui augmente ailleurs, je pense qu'on se prive d'aller chercher des économies qui peuvent être trouvées sur un certain nombre, qui doivent, au regard de l'augmentation des dépenses, être retrouvées. Et après, c'est là où vient le débat, et c'est le cas dans la copie de l'UDP qui a été présentée, de la TVA. Et c'est pour ça que je pense que, vu l'ampleur du choix, vu la difficulté des solutions qui sont mises en avant, qui ont toute leur impopularité quelque part, je pense qu'il faut vraiment parler de refondation, et je pense que c'est un débat qui doit être tranché à l'occasion d'une élection nationale. Bon, on ne peut pas dire que la situation politique actuelle, de toute façon, permette de faire des grands chantiers comme ça et de mettre tout le monde d'accord. Mais il faut attendre encore 18 mois. Comment? Il faut attendre encore 18 mois. Oui, mais
ça permet peut-être de faire maturer le débat et la discussion, et que ça permet ensuite de véritablement trancher. Après, encore une fois, moi je pense qu'il faut prendre ce sujet-là de manière systémique. N'oublions pas d'abord que si on veut que les salaires augmentent, il faut qu'il y ait encore des gens qui travaillent, et pour qu'il y ait encore des gens qui travaillent, il faut qu'il y ait encore des entreprises qui puissent les faire travailler. Et donc, moi, ce qui me gêne dans les débats actuels, qui sont très concentrés sur les questions budgétaires, et c'est important, c'est qu'on finit par ne plus parler de stratégie économique, on finit par ne plus parler de croissance, et on finit par ne plus parler de création d'activité. Or, c'est absolument essentiel, et jusqu'à preuve du contraire, c'est les entreprises qui créent l'activité. C'est pour ça qu'on propose une loi de programmation sur 5 ans pour donner de la visibilité en matière fiscale et réglementaire, pour arrêter le stop and go sur un certain nombre de sujets. Je ne parle pas que de ma prime rénov', mais évidemment qu'il y a une attente très forte sur ce sujet-là. 2, il ne faut pas perdre de vue que si on veut qu'il y ait moins d'efforts qui soient demandés à ceux qui travaillent, ben, il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent. Et donc il faut assumer... Il faut assumer, qu'on ait un modèle social, et là c'est M. Omril qui va bondir de son siège, un modèle social qui incite davantage à l'activité. J'avais, quand j'étais Premier ministre avec Catherine Vautrin, construit une réforme de l'assurance chômage qui, grosso modo, nous met dans la moyenne des pays européens, parce que je pense que c'est nécessaire et que c'est attendu. Hélas, elle n'a pas pu être prise puisqu'il y a eu la dissolution entre-temps et que mes successeurs n'ont pas encore décidé de la porter, mais elle est toujours disponible, c'est toujours possible de le faire. Mais il faut aussi continuer à inciter davantage à aller sur des secteurs et sur des métiers qui sont aujourd'hui en tension. Un des grands succès économiques des dernières années et depuis 2017, c'est quand même ce qui a été fait sur l'apprentissage. Antoine Fouché y a beaucoup contribué. C'est quand même une des grandes réussites. On a aujourd'hui plus d'1 million d'apprentis par an. Ils étaient 200 000 en 2017. Il faut poursuivre sur cette voie, mais il faut aussi assumer quelque part de démassifier l'enseignement supérieur et assumer qu'on doit avoir un système qui, d'une manière générale, incite davantage à aller vers un certain nombre de secteurs et un certain nombre de filières. Et 3, il faut assumer cette refondation et cette réforme systémique pour augmenter les salaires, mais en sortant aussi des cadres. Parce que quand on se pose la question de la TVA, par exemple, est-ce qu'il faut augmenter ou baisser la TVA? Augmenter ou baisser la TVA sur les produits de première nécessité? Augmenter ou baisser la TVA sur les taux réduits? Je trouve que parfois on oublie de réinterroger la manière dont fonctionne la TVA aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Il m'arrive assez régulièrement, j'étais parfois un peu moqué pour ça sur les réseaux sociaux, d'aller dans des fast-foods, et notamment un en particulier. Je rentre dans le fast-food pour faire ma commande, je la fais sur une borne. J'arrive devant les cuisines, quasiment tout maintenant est automatisé. Il y a quelques années, je ne faisais pas ma commande sur une borne, il y avait un étudiant en général qui prenait ma commande pour lequel il y avait des cotisations sociales qui étaient versées qui finançaient notre modèle social. Et dans les cuisines, c'était moins automatisé, il y avait des personnes qui travaillaient qui finançaient aussi avec des cotisations notre modèle social. Pourquoi est-ce que le fast-food a le même taux de TVA que mon cousin petit restaurateur qui lui n'a pas de borne et pas d'automatisation? Donc, c'est tout ce cadre-là qu'on doit être capable de réinterroger. C'est pour ça qu'il s'agit vraiment d'une refondation. François Omril, supprimer CSG, CRDS, est-ce que ce n'est pas une façon de rééquilibrer le financement sans toucher au social? La réponse est oui. J'ai pas bondi. Je suis toujours assis. Tout va bien. Formidable. 2 choses. Oui. On parle beaucoup de réduction des dépenses. Je reviens quand même sur la santé. Moi, j'ai peut-être étonné beaucoup de gens dans la salle, mais très officiellement, j'ai pris position pour qu'on supprime les ARS. Pourquoi ça existe, les ARS? Pour mettre sous contrainte les dépenses de santé. Blou, blou, blou. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est historique, grâce à ça, grâce à cet objectif de réduire, on a aujourd'hui plus de personnes dans le domaine de la santé qui travaillent à la réduction des coûts plutôt que des gens qui travaillent à soigner les gens. Premier point. Aujourd'hui, les ARS sont dirigés par des gens qui pensent que parce qu'un chasse-neige ne marche que 6 mois par an, il faut en supprimer la moitié. On a un problème. Alors moi, je veux bien, mais il faut rester quand même un peu rationnel. Parce que parfois, je viens d'un monde, l'industrie, je viens du monde de la grande entreprise, j'ai fait une bonne partie de ma carrière chez Péchinet, j'ai vu la société sombrer par la faute de leurs dirigeants eux-mêmes
qui ne faisaient plus de stratégie et qui ne pensaient qu'à une chose, réduire les coûts pour augmenter le bénéfice pour leurs actionnaires. Donc il faut se détendre un peu. Moi, je veux bien, mais le métier, c'est important. On parle du travail, le métier, c'est important. Voilà, dans tous ces domaines-là, c'est quand même important. Michel, tu parlais tout à l'heure des infirmières, etc. Il faut aussi quand même un peu respecter le métier. Moi, je veux bien qu'on réduise les coûts. Mais si c'est pour passer de 5 heures d'attente en moyenne aujourd'hui aux urgences à 15 heures demain, on aura de bonnes questions à se poser. Maintenant, sur la question, nous, on est pour à la CFE-CGC. J'en suis très fier. On est les seuls des organisations syndicales à ce qu'effectivement, on déplace la CSG, puisque la maladie, c'est la CSG, bon an, mal an. Même si, parfois, depuis quelques années, certains gouvernements ont pioché dans la CSG pour le mettre à d'autres endroits qui n'ont pas grand-chose à voir. Chacun son truc. Mais en tout cas, nous, on en a la mémoire. Mais le fait de sortir, effectivement, pas forcément tout, mais en tout cas la majeure partie de la CSG en tant que cotisation sur le salaire, nous, on y est favorable. Et y compris la cotisation patronale. Moi, demain, on me dit, qu'est-ce que vous faites? Moi, je dis, mais supprimez la cotisation patronale CSG. Par ailleurs, ça va du côté patronal augmenter de la respiration, et du côté salarié, c'est pareil. Il faudra trouver une assiette. Il faudra trouver une assiette. Soit on conserve un dispositif mutualisé en grande partie, socialisé en grande partie. Moi, je pense que ça reste quand même très attaché au modèle français. Soit on dit, maintenant, après, chacun se démerde. On fera les comptes. Je ne suis pas certain que ce soit non plus une évolution très favorable. Donc, il faut trouver une assiette. Et l'assiette, forcément, ce sera sur la consommation. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Et donc, à partir de là, il faut trouver un dispositif qui soit acceptable par tout le monde. Mais si quelqu'un a une meilleure idée que ça, qu'il en parle dès maintenant. Alors, on va y venir dans un instant avec vous, Antoine Fouché. On va prendre 4 exemples très concrets pour voir ce que ça donnerait si on supprimait CSG et CRDS. Premier exemple, une coiffeuse indépendante ayant son salon qui touche aujourd'hui 1 939 €. Elle gagnerait 419 € net par mois en plus dans 5 ans. Autre exemple, un maçon salarié qui gagnerait, sans que ça augmente le prix de vente et coûte à l'entreprise, 601 € net par mois en plus dans 5 ans. Tiens, ça vous fait peut-être réagir, ça c'est votre secteur, ça, Jean-Christophe. C'est exactement ce qu'on cherche à avoir pour attirer de plus en plus de compétences. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Juste pour rebondir sur les propositions et la mesure de restriction, vous continuez... Non, je me tais. Oui, je voudrais juste vous montrer les exemples. On a vu la coiffeuse, on voit le maçon salarié, on va voir une infirmière libérale qui, elle, aurait une rémunération supplémentaire de 729 € net par mois. Elle passe quand même de 3 375 à 4 104 €. Et puis enfin, dernier exemple, un serveur rémunéré au SMIC, qui touche actuellement 1 426. Si on supprimait CSG et CRDS, eh bien, il gagnerait 308 € de plus par mois dans 5 ans. Réaction ? Alors, pas sur ces salaires-là, mais quand je disais qu'on était pas mal payé dans le bâtiment, on le voit sur les propositions. Non, juste pour revenir sur l'équité de traitement et l'équité de redressement des finances publiques. Vous parliez tout à l'heure de cotisation sociale. Il faut aussi, me semble-t-il, pour que ça soit accepté, que l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur typologie, contribuent et aux cotisations sociales et à la TVA pour pouvoir redresser le pays. Sinon, on a une iniquité qui sera difficilement tolérable par nos ressortissants au quotidien, et ça c'est une problématique forte dans le bâtiment. Et puis si on a été aussi très vigilant à ce que l'accompagnement des entreprises perdure, mais aussi on avait fait des propositions à l'UDP pour des allègements de budget. On avait demandé à ce que, et le président l'a redit, mais vous n'étiez pas encore arrivé, puis il y a des parlementaires ici dans la salle, que l'accompagnement pour l'apprentissage, la grande réussite du dernier quinquennat, c'est aussi le cibler uniquement sur une entreprise de 50 salariés. Et là, vous faites encore quasiment 1 milliard d'économies pour le budget national. Donc l'UDP a une vision, mais a aussi le plus grand respect des finances publiques. On a dit, Antoine Fouché, ça redonnerait 116 milliards d'euros par an en France aux 28 millions de travailleurs. La question, effectivement, c'est de savoir comment on finance. On va rentrer dans le détail de vos pistes, Antoine. Oui, on rentre dans le dur, j'entends, dans la salle, c'est ça. Se concentrer sur la rente financière et immobilière. Oui, alors j'ai combien de temps? Parce que je ne veux pas non plus embêter trop tout le monde là-dessus. On a un schéma sur, on fait pas un PowerPoint. Non, on ne fait pas.
Le sujet qu'on a vis-à-vis de la rente, me semble-t-il, c'est que 2 points. C'est un, je pense que personne ne contestera que c'est plus difficile de gagner son argent en travaillant qu'en louant un appartement ou une maison. Et deux, c'est plus difficile de gagner sa vie en travaillant qu'en faisant un bon placement financier. Si on est d'accord là-dessus, après on ne peut pas être d'accord sur les deux prémices, hein, mais si on est d'accord là-dessus, il faut qu'on ait une équité de taxation entre les deux. C'est-à-dire à minima que notre fiscalité nationale n'incite pas les gens à gagner leur argent en louant des appartements plutôt qu'en travaillant. Parce que sinon on a une fiscalité qui désincite au travail et qui incite à gagner sa vie, encore une fois, pour le dire de façon très simple, autrement qu'en travaillant. Or c'est le cas aujourd'hui. Après, on peut rentrer, discuter, etc. Mais ça a été, il y a plusieurs rapports qui l'ont montré, notamment à l'Assemblée ou au Conseil d'analyse économique. Donc, on a une première chose à faire là-dessus pour 10 à 15 milliards d'euros et qui ne consiste pas en plus à augmenter la fiscalité, qui consiste à introduire des planchers anti-optimisation. De telle sorte que quand vous avez des revenus d'une location d'appartement, vous ne puissiez pas les déduire entièrement, par exemple, de travaux que vous avez faits. Et ça rapporterait entre 10 et 15 milliards d'euros. Entre 10 et 15 milliards d'euros. Ensuite, vous avez 10 à 15 milliards d'euros sur les personnes à la retraite les plus aisées. Donc, alors ça plus aisé, c'est à partir de combien? C'est tout le débat qu'il faut avoir. Moi, la proposition que je fais, c'est 2100 euros net, c'est-à-dire autour de 2300, 2400 euros brut. Pourquoi? Parce que le salaire médian en France, il est de 2100 euros. Et donc, quand on a plus de 2100 euros à la retraite, on a une pension de retraite par personne, hein, je veux dire, et on a une pension de retraite supérieure à 50% des gens qui gagnent leur argent en travaillant à plein temps. Donc, peut-être pas, enfin, dans la salle, si, mais je pense en général, dans notre pays, on n'a pas conscience que la moitié des gens qui travaillent à plein temps dans notre pays, ils gagnent moins de 2100 euros net par mois. Donc il me semble-t-il, quand on est au-dessus en termes de retraite, on peut demander un effort sans passer dans quelque chose de confiscatoire. Sur l'héritage, j'y reviens parce que je pense que de toute façon, le débat se posera. Il ne s'agit pas d'attaquer l'héritage évidemment de but en blanc, parce que Gabriel Attal l'a dit, il y a des justifications profondes et incontestables à la transmission, c'est sûr. Mais deux choses. Un, je pense qu'il faut vraiment distinguer l'outil de travail du reste. Et de ce point de vue-là, le Dutreil pourrait être réformé en disant que lorsque l'outil de travail est transmis et n'est pas vendu, il est totalement exonéré à 100% et pas à 75%, parce que dans ce cas-là, quand l'outil de travail reste sur le territoire, c'est l'intérêt général de la France que l'outil de travail reste sur le territoire. Donc il n'y a pas de raison de le taxer. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais en revanche, quand il est vendu, là, la question se pose parce qu'une fois qu'il est vendu, il y a un enrichissement par rapport à ça. Et donc, c'est moins l'intérêt général que cet outil-là. Une fois qu'il est vendu, il peut disparaître. S'il disparaît, la France ne s'y retrouve pas, la collectivité ne s'y retrouve pas. Bon, il y a quelque chose peut-être autour de ça à discuter. Et de toute façon, là aussi, me semble-t-il, sur l'héritage, je ne vais pas être trop long, mais on ne peut mettre pas des plafonds et encore augmenter. Il suffit de mettre des planchers. Parce qu'il y a tellement de dispositifs d'optimisation, d'abattement, de défiscalisation, etc., que le taux réel, il est, comme vous l'avez montré, à 6%. Les taux apparents sont beaucoup plus élevés. Et donc, si on avait un taux plancher à 10%, par exemple, on va dire, quel que soit le montant de votre héritage, à partir d'un seuil, hein, mais on ne peut pas payer, quels que soient les motifs d'exonération, je mets à part l'outil de travail à côté, on ne peut pas payer moins de 10%. Je prends l'exemple à 1 million. Si à 1 million, vous êtes sûr de payer au minimum 100 000 euros, on ne passerait pas, me semble-t-il, dans une société soviétique et la personne garderait 900 000 euros, la transmission se ferait. Voilà, me semble-t-il. Et je pense que ce débat, il faut qu'on l'ait parce que la question de l'héritage aussi, c'est la question de la ligne de départ entre tous, à chaque génération, dans une démocratie. Donc il y a des justifications. des héritages les plus élevés, c'est ça ? 10%, oui, sur les 10% les héritages les plus élevés, pardon, on pourrait mettre un plancher. Il me semble-t-il, c'est vraiment important de faire ça parce que si je prends la métaphore du sport, si on compare, l'image a ses limites, hein, mais la vie a une course autour d'un stade. S'il y en a qui sont à 10 mètres de l'arrivée et d'autres qui partent depuis le début, si la masse des personnes ont un tour de retard, ou beaucoup de gens ont un tour de retard, mais plus personne ne croit dans le travail.
C'est la société entière qui ne croit plus dans le travail, parce que ceux qui sont au départ et qui ont un tour de retard à la naissance, ils vont dire de toute façon ça ne sert à rien que je m'entraîne, je rattraperai jamais ceux qui sont à 10 mètres de l'arrivée. Et ceux qui sont à 10 mètres de l'arrivée, ils vont dire ça ne sert à rien que je m'entraîne non plus, parce que le temps qu'ils me rattrapent, de toute façon, même en y allant à 4 pattes, je vais franchir la ligne avant. L'image de la course est très bien vue. Donc c'est là où, me semble-t-il, de toute façon, c'est profondément démocratique et libéral d'avoir une forme de redistribution des cartes à chaque génération pour que chaque génération ait une incitation puissante à travailler en se disant si je travaille bien, je vivrai bien et les cartes ne sont pas totalement pipées à la naissance. Et un mot sur la TVA parce que c'est le moins populaire mais c'est hyper important. Gabriel Attal a donné un très bon exemple qui est qu'il faut qu'on refonde notre taux de TVA en sortant des cases et de la manière dont on a pensé les choses jusqu'à présent, peut-être en prenant des libertés par rapport au règlement européen. Mais c'est vrai qu'on peut taxer de différentes manières des produits en fonction de leur mode de production, en fonction de leur lieu de fabrication aussi, c'est-à-dire tout ce qui est produit dans la proximité ne mérite sans doute pas le même taux de TVA de ce qui est importé d'Asie, pour le même produit. Ça, c'est pas complètement cachère avec l'Union européenne et l'OMC, mais on est le dernier continent du monde qui respecte les règles internationales là-dessus, donc à un moment donné, il va falloir que je pense qu'on se réveille. Mais il y a... Le dernier point que je voudrais, après je me tais sur la TVA, que je voudrais souligner, c'est que la TVA, quand ça vient en compensation de cotisations salariales, pas patronales, salariales, c'est profondément juste. Juste, parce qu'on dit souvent la TVA c'est injuste parce que c'est un impôt qui n'est pas proportionnel aux revenus et qui donc proportionnellement touche plus ceux qui gagnent moins. Mais on peut réviser les taux réduits et les baisser encore plus, mais surtout, si on baisse les cotisations salariales, pas patronales, mais salariales, comme 88% du sondage le montre, tous ceux qui gagnent leur argent en travaillant gagnent en pouvoir d'achat avec un switch de TVA vis-à-vis des cotisations. Si on baisse si on supprime la CSG et la CRDS, 116 milliards, qu'on augmente la TVA de 3 points, ça fait un petit quarantaine de milliards, donc ça fait 10 points de baisse versus 3 points d'augmentation de TVA, tous les gens qui bossent auront 7 points de pouvoir d'achat en plus. Tous, du SMIC jusqu'aux 1% les mieux payés de France. Donc la TVA en échange de baisse de cotisation salariale, c'est une mesure profondément juste et profondément pro-travail. Alors, juste pour être clair sur les chiffres, vous avez parlé de la TVA, vous dites que ça rapporterait 40, et c'était très clair. Ça fait 15, 15, 15, 50, voilà. Pour arriver jusqu'aux 116 milliards d'euros autres, qu'on évoquait tout à l'heure. Forcément, donc merci beaucoup pour ces 4 pistes totalement assumées, ne vous excusez pas. Réaction, peut-être c'est vrai, mais vous pourrez... Nous, le vote tout à l'heure sur le point 2, je ne suis pas sûr qu'on trouve le même vote au MEDEF. Voilà, donc c'est important de le dire. C'est important de le dire, c'est important de le dire. Et c'est pour ça qu'on n'ira pas à Bercy. Dominique Enract. Peut-être voir un peu tout ce projet qui est un petit peu entre nous, c'est-à-dire on prend un peu chez nous, aux anciens, etc. Peut-être est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de... Peut-être une question pour Gabriel Attal, qui, Premier ministre, vous avez bien englobé vous avez peut-être une vision sûrement bien plus globale, en sachant si on ne peut pas nous donner un coup de main à financer tout ça. Question qui n'est pas facile. Excusez-moi, oui, je disais que donc ce projet, et on prend un peu Apple pour habiller Jacques, enfin c'est un peu chez nous, on tourne un peu on prend quelque part le travail qu'on a fait historiquement, comme vous le disiez, et je me dis que dans ce Big Bang, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver d'autres, sans heurter personne, d'autres moyens de financement? Moi je voudrais... Non, mais la fiscalité, c'est un moyen par lequel chacun contribue à due proportion de ses moyens à ce qui va être mis à la disposition de l'ensemble de la communauté. Moi, ce que je pense aujourd'hui, et je suis assez d'accord, que la machine est un peu déréglée aujourd'hui. Quand je vois, ça c'est un des points sur lequel je suis horrifié, que ces trois dernières années, les grandes entreprises du CAC 40 ont brûlé chaque année 25 milliards d'euros en rachat d'actions. Ce qui est quand même, pour moi, c'est hallucinant que ce capitalisme-là
aille jusqu'à détruire du capital, ce qui est l'objet même normalement de l'activité économique. C'est pour moi insupportable. Et ça nous montre à quel point, je pense, la machine fiscale est déréglée à ce titre, et il faut à l'évidence intervenir sur le sujet. Je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Antoine, c'est ce que nous on porte dans notre organisation, remplacer ce qui est de nature aujourd'hui, s'agissant de la maladie, ce qui est de nature de cotisation vers un dispositif qui n'est pas de la TVA, mais qui est une cotisation sociale sur la consommation, c'est favorable et ça n'est pas injuste. Mais on rame contre le courant sur un sujet comme ça. Mais à mon avis, on n'aura pas le choix, dans les années qui viennent, on n'aura pas le choix de réfléchir, d'objectiver, d'expliquer l'utilité de ce transfert et, in fine, de l'appliquer. Gabriel Attal, la question qui se pose, c'est comment créer le consensus, comment faire en sorte que politiquement ce soit accepté, adopté par la majorité des Français. D'abord, je pense qu'il faut que ce soit tranché démocratiquement dans une élection. Ça tombe bien, il y en a une dans 18 mois. Pour répondre à monsieur... Ou un référendum ? Comment ? Ou un référendum ? Ça peut être par référendum aussi, oui, ça peut être. Mais moi, je pense que c'est bien au moment d'une élection qui est tous les projets qui de remettre à plat. Voilà, que tous les projets qui soient présentés et des vrais débats entre candidats, entre formations politiques. Pour répondre à Monsieur Enrac qui disait, est-ce que il y a d'autres sources de financement ? Bon, d'abord, moi, je fais confiance à Antoine Fouché qui a été creusé, j'imagine, partout où on pouvait creuser. Mais moi, j'y reviens. Je pense que pour un choc de cette ampleur sur les salaires, évidemment qu'il faut compenser la baisse de cotisation sur le travail par peut-être une hausse de fiscalité ici ou là. Il y a des pistes qui ont été données. Mais moi, en tout cas, dans le projet sur lequel je travaille avec Renaissance, en premier lieu, on regarde la question des dépenses et des économies. Et moi, je considère, je sais que ça n'a pas été... on a eu le débat tout à l'heure avec François Omril, mais je considère qu'on a un système d'assurance chômage qui coûte trop cher et qu'on peut le réformer. Je considère qu'on a un système de minima sociaux qui coûte trop cher et quand j'étais à Matignon, j'avais proposé de supprimer un minima social, l'allocation de solidarité spécifique, qui est l'équivalent du RSA, mais qui, à la différence du RSA, crée des droits à la retraite. J'avais proposé de le supprimer, ça devait être fait dans le budget que je devais présenter avec mon gouvernement. Je pense qu'on peut faire des économies sur, oui, nos politiques de santé pour que ça coûte moins cher, sans qu'il y ait un service moins bien rendu aux patients et aux Français. Et je pense que c'est possible. On peut faire baisser le poids de nos dépenses sociales en France. Il faut arrêter de se dire qu'il y a une fatalité. C'est possible de le faire à condition de faire des réformes. Voilà. Et donc ça sera la première piste qu'on poursuivra. C'est la première piste qu'on assume de poursuivre. Et ensuite, sur les questions de fiscalité, je pense qu'effectivement, c'est des choix politiques qu'il faut faire. Vous avez compris tout à l'heure qu'il y en a certains, moi, que j'exclus. Sur la question de la TVA, je pense effectivement que si on arrive à avoir des taux de TVA qui sont moins figés qu'ils le sont aujourd'hui et qu'on peut effectivement, c'est sûr, augmenter la TVA pour taxer davantage nos importations que ce qui est produit en France, évidemment qu'il faut y aller. Évidemment que moi, ça ne me fait pas plaisir de voir des produits Shine ou Temu. Ça fait consensus. Mais bien sûr que ça fait consensus. Mais donc, c'est aussi une des bonnes nouvelles, je trouve, de la période quand même. C'est qu'on a l'impression qu'il y a des divisions partout. Il y en a beaucoup dans la politique, mais en réalité, il y a beaucoup de consensus chez les Français. Je pense qu'il y a une très grande majorité de Français qui se disent il faut qu'on ait un modèle social qui incite davantage à travailler pour que travailler rapporte toujours plus que ne pas travailler. C'est majoritaire chez les Français. Il y a une majorité de Français qui se disent on veut avoir une fiscalité, un modèle qui effectivement met plus à contribution ce qui vient de Chine et qui inonde nos marchés plutôt que nos producteurs, nos artisans en France. C'est très majoritaire. Et de la même manière, il y a une majorité de Français qui attendent davantage de sécurité et une plus grande maîtrise de notre modèle régalien. Donc, j'entends qu'il y a beaucoup de fatalité en ce moment, que quand on allume la télévision, quand on regarde les infos, quand on écoute les politiques, on se dit juste qu'on a envie de tout plaquer, de partir. Mais je le dis, c'est peut-être le message que j'essaierai de passer ici, ne succombons pas à la fatalité. À un moment, la politique, c'est des choix. Et il y a des choix très importants qui arriveront pour le pays. D'ici là, il faut essayer de tenir pour essayer que ça ne se dégrade pas davantage. Malheureusement, on en est là, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, à se dire comment est-ce que ce n'est pas la pire des solutions, mais la moins pire des solutions qui est adoptée pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Je sais que c'est un enfer, objectivement, et que c'est très dur à vivre pour tout le monde. Mais gardons cette idée qu'il y a une lumière au bout du tunnel, qui est le choix politique que devront faire les Français. Et je pense que, quelles que soient les formations politiques, il y aura cette idée de refondation parce qu'elle est essentielle. Maintenant, il faudra choisir la meilleure.
Jean-Christophe Repon, le mot de la fin peut-être, c'est quoi la prochaine étape de ce Big Bang qu'on a évoqué et que vous appelez de vos voeux à l'UDP? C'est convaincre les différents partis politiques du bien On en fondé. revient à ça. Bon, là, on a une promesse d'une partie de refondation. Il faudra qu'on voit où on sera le mieux refondé. Non, il faut que, pour nous, UDP aussi, on ait la capacité, en tant qu'UDP, de porter notre voix fortement auprès des partenaires sociaux et aussi également du gouvernement et des partis politiques. Donc on a, nous, un peu d'énervement, un peu de grogne, un peu d'inquiétude, mais comme une majorité de Français. Mais on est aussi surtout force de proposition. C'est-à-dire que nous, on essaie de voir le bout du tunnel, on essaye d'écrire un chemin qui amène le maximum de jeunes hommes et femmes dans nos métiers pour bien en vivre. Donc voilà, vous aurez toujours auprès de l'UDP une force patronale revendicative, mais aussi avec une vision d'avenir pour que les TPE à laquelle on prédit leur mort depuis 30 ans continuent à vivre. Merci infiniment, merci beaucoup à tous les 5 d'être venus pour cette table ronde consacrée à la refondation de la société française autour du travail. Merci beaucoup.